Aujourd'hui les amis, vidéo un petit peu différente, on va parler matériel. Plus particulièrement, on va faire une série de vidéos. Vous savez que je suis ambassadeur de la marque Takeless et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par l'un des meilleurs fitters en France en la matière. Et donc du coup, on va aller à la rencontre de Benoît Delcamp qui est juste là. Salut Benoît. Salut Lewis. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors, on dit qu'on parle matériel. Spécifiquement, on va faire une série de vidéos entières. On va parler du driving, fer, wedge, putter. La raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est parce que les clubs, il faut se le dire, c'est un investissement. Et quand on fait un investissement, je pense que c'est hyper important de se poser les bonnes questions, de savoir dans quoi finalement qu'on va faire un fitting, quel est le processus de fitting, quels sont les pièges sur lesquels il ne faut pas tomber, et puis poser les bonnes questions à des personnes comme Benoît qui vont nous conseiller de la meilleure façon possible. Là, on vient de passer à quasiment 2 heures. On a refait le sac en entier en passant par les fers, les wedges, le driver, le putter, on a tout fait. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est aujourd'hui l'évolution du fitting, l'évolution du matériel, comment on peut vraiment personnaliser le matériel par rapport aux besoins du joueur. Et sans forcément rentrer dans la gamme et dans les produits Takeless, ce qui n'est pas forcément l'objectif de cette vidéo, mais plutôt d'éduquer les personnes qui nous regardent dans le processus de fitting et l'importance d'un matériel adapté à votre style de jeu. Alors Benoît, tout d'abord, quand on parle de la série des fers, quel est ton processus de fitting à toi quand une personne vient te voir? Quels sont vraiment les éléments importants que tu prends en considération pour ensuite aller sur une gamme de clubs? La première chose, c'est déjà d'avoir un aperçu de ce que le golfeur a aujourd'hui avec ses clubs qui sont fittés ou non fittés, en tout cas ce qu'il joue actuellement sur le parcours. C'est problématique, est-ce qu'en fin de parcours il a du mal à jouer certains fers? Est-ce qu'il se sent plus fatigué qu'au début? Est-ce qu'il a besoin de plus de précision? Vraiment en essayant d'avoir une discussion au début de ce que lui aimerait avoir en plus. Donc la première partie, c'est vraiment le questionnement finalement. Tu apprends à connaître la personne. Exactement. Comme un cours de golf, quand je reçois un élève, il y a un questionnement au début qui me permet de vraiment savoir… Cerner un peu plus la personne, parce que bien entendu, on ne joue pas avec elle, on n'est pas tout le temps avec le golfeur. Donc juste en apprendre un peu plus et ça va donner quelques points clés sur ok, peut-être tel shaft parce qu'il va être plus léger ou plus lourd pour avoir telle trajectoire, etc., telle rotation. Donc c'est vraiment cette interview d'introduction qui va être importante. Et après ça, on va rentrer dans le vif du sujet avec le TrackMan, les données de trajectoire, les données, les gaps de distance. Ça, c'est vraiment hyper important. Trouver la distance maximale et optimisée, c'est très bien. Mais ce qui va être important sur la série de fers particulièrement et qui va aussi découler sur les wedges, c'est qu'on veut qu'entre chacun des fers, on ait exactement le même gap de distance. Et pour ça, le fitter va optimiser la tête de club, le shaft, et surtout va se focaliser sur trouver 5 miles de vitesse de balle entre chacun des clubs de la série. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que beaucoup de joueurs viennent me voir et me disent Lewis, j'ai du mal à avoir des différences de distance avec certains clubs. C'est notamment quand on arrive sur les fers longs, quand on arrive sur des fers 5, j'ai du mal à voir la différence entre un fer 5 et un fer 6, un fer 7 et un fer 8. Comment justement tu fais pour aller chercher ces différentiels qui est extrêmement important quand on parle d'avoir 14 clubs qui doivent avoir un objectif différent, ces clubs-là dans un sac, ils doivent servir à quelque chose? On a 14 clubs dans le sac, il faut que ces 14 clubs aient une utilisation et surtout une distance bien définie, bien particulière. Et justement, comme tu le disais, pour avoir cette différenciation et ce bon gap de distance, aujourd'hui on a la possibilité d'avoir des fers qui se complètent vraiment très facilement. Et on va faire ce qu'on peut appeler une série combo, donc on va mixer différents modèles de clubs à l'intérieur d'une série. Et là, pour le coup, en général, on se focalise beaucoup sur la précision, donc avec des modèles de fers qui vont privilégier la précision sur les petits fers. Donc petit fer, c'est quoi? Pitch, 9? Ça va être les wedges, ça va être le pitching wedge, le fer 9, le fer 8, ça va vraiment être le jeu court. Et à partir du fer 7, 6, 5, le jeu intermédiaire, 5, 4, 3, 2, ça va être vraiment le long jeu. Et effectivement, pour créer un gap de distance entre un fer 9 et un fer 8 et créer exactement le même gap de distance entre un fer 4 et un fer 3, c'est plus difficile parce que c'est des fers qui sont plus longs, c'est des fers qui sont plus fermés. Et justement, l'objectif du combo de la série mixée, c'est d'avoir des têtes de club qui sont plus stables, plus puissantes sur les longs fers pour avoir vraiment ce gap de distance régulier sur tous les clubs de la série. Alors je sais que déjà il y a certains trous qui regardent et disent mais Lewis, moi déjà le fer 4 et le fer 3 j'en ai pas dans mon sac, je passe directement sur l'hybride et c'est peut-être pour ça parce qu'il y a ce manque de différentiel de distance. Donc l'idée c'est de partir ensuite peut-être sur un hybride pour aller remplacer ce manque de gap de distance. Mais déjà rien qu'entre le pitching wedge et le fer 6 que je pense que la majorité des joueurs ont dans le sac, après on commence peut-être à penser à remplacer le fer 5 par des hybrides pour certains d'entre vous. C'est très important déjà entre le pitch et le 6 d'avoir ce gap-là. Et vous savez, moi, donc là je parle vraiment de mon expérience de fitting ce matin. Ce qui était hyper intéressant et je ne m'attendais pas à ça, c'est que dans l'évolution aujourd'hui du matériel, je pense qu'une des plus grandes évolutions, c'est qu'on peut prendre une série
Et qu'à une certaine époque, on avait une série standard qu'on achetait, qu'on était livré comme ça, c'était une club, un modèle. Aujourd'hui, j'ai 3 modèles différents dans ma série de fer. C'est ça qui est complètement dingue. On fera une autre vidéo sur justement quand je ferai un What's in a Bag, je vous dévoilerai la série complète qu'il y a dans mon sac. Mais on est parti sur un modèle sur mes petits clubs, d'accord? Donc jusqu'au fer 8, fer 7, non fer 6 pardon. Même fer 6, ouais. Même fer 6. Alors ça, là on parle vraiment dans mon cas particulier, attention, hein, chacun est différent. On est parti sur une T100, donc qui est une fer plutôt forgée. Plutôt forgée et assez précise. Et assez précise, donc sur ces fers-là. Ensuite, on est parti sur un club un peu plus tolérant, donc la face de club et la semelle était un peu plus large, donc la T150 sur le fer 5 et le fer 4. Et moi, je suis fan de jouer des fers longs. Je sais encore une fois que ça va pas s'adresser à beaucoup de joueurs qui regardent cette vidéo, mais le fer 2 et le fer 3 que j'ai dans mon sac, on est parti sur une combo de T200. Donc au fur et à mesure où je suis parti sur les fers longs, en fait, on a une triple combo dans mon sac. Et c'est ça pour moi l'énorme avantage d'un fitting, c'est qu'on peut aller chercher de la personnalisation à travers différents modèles dans une série et de ne pas tomber dans le piège de se dire bon bah la facilité c'est d'acheter une série, voilà, du pitch au 5, voilà, en disant la série standard. Allez, quand vous allez vivre l'expérience du fitting, vous allez la personnaliser par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la dispersion, au niveau de la longueur. Et en fait, Benoît, tout au long de la séance de fitting, me posait beaucoup de questions pour me dire, bah là, tiens, comment tu l'as senti? Et en même temps, il regardait les datas extrêmement précis avec le radar qui était derrière en disant, bah tiens, là, c'est marrant, là, sur ce club-là, tu as un peu plus de dispersion. Donc, tiens, je vais changer la tête de club. On va changer le shaft. Et donc, là, c'est où je voudrais arriver au prochain point qui est hyper important, Benoît, c'est que finalement, pour simplifier le fitting et de faire comprendre aux internautes qui nous regardent, vraiment les 3 éléments clés d'un club de golf, hein. Il y a le grip, le shaft, donc le manche et la tête de club, n'est-ce pas? Avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, vous savez comme moi que le sujet du fitting et le matériel en général est un sujet qui est assez complexe, n'est-ce pas? Il est assez vaste avec 1001 possibilités, 1001 combinaisons possibles. Il y a pas mal de choses qu'on a du mal à comprendre et pourtant il y a des choses qu'on doit prendre en considération. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tourner une série de vidéos sur le fitting pour les fers, pour le driving, pour les wedging et pour le putting. Mais au-delà de ça, j'ai aussi décidé de créer un e-book extrêmement complet, très simple à comprendre, surtout avec les points clés essentiels à prendre en considération la prochaine fois que vous allez faire votre fitting. Et également les pièges à éviter parce que disons-le, le matériel en général, c'est un investissement et puisque c'est un investissement, je voulais créer un e-book pour que vous puissiez vraiment prendre en considération les points clés et les pièges à éviter. Tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cet e-book gratuit, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. En commençant par le grip parce que le grip, c'est la seule partie du club qu'on touche avec les mains. Comment est-ce que tu fais pour identifier en fait l'épaisseur du grip? Parce qu'il y a certains joueurs qui ont besoin d'un grip fin et il y a certains joueurs qui ont besoin d'un grip un peu plus épais. Et la question vient souvent, comment est-ce qu'on choisit le grip? Il y a 2 points clés auxquels il faut vraiment faire attention sur le choix du grip. Tout d'abord, comme tu viens de le dire, c'est l'épaisseur. Ça va être déterminé par la taille du gant que l'on utilise en général. C'est la première question que tu poses. C'est la première question. Quelle taille de gant vous faites? Je fais du M, ok, en général, une seule longueur, voire on peut aller jusqu'à 2 longueurs de scotch à l'intérieur avant de mettre le grip pour épaissir et ça va être plus confortable et surtout, ça va permettre, plus on a un grip qui est épais, moins l'action des mains va être importante ou possible. Maintenant, il faut trouver le bon équilibre entre trop épais ou pas assez. Et après, on peut aussi confirmer avec une petite règle et la taille de la main et la taille des doigts si vraiment on est sur une bonne taille de grip. La deuxième chose, c'est la texture du grip. On a des grips qui sont totalement en caoutchouc, qui sont très soft. On a des grips qui sont caoutchouc plus de la corde, donc qui vont accrocher un peu plus. Et en revanche, dans des conditions plutôt humides, ça va accrocher un peu plus. En revanche, ça va être un peu plus rêche au toucher. Et après, on a l'avantage d'avoir l'hybride, une partie caoutchouc et une partie cordée, qui va être vraiment l'entre-deux. Donc ça, c'est la partie plus esthétique et personnelle que préfère ou pas le toucher. Et le toucher. Le toucher est hyper important. C'est-à-dire que là, tu m'as proposé plusieurs types de grips aujourd'hui et j'en ai pris une. En une seconde, j'ai dit non, ça, pas du tout. Et puis là, j'en ai pris une autre et en une seconde, j'ai dit ouais, ça là, c'est parfait. Donc le grip va être vraiment choisi en fonction de vos préférences. Donc ça, c'est pour la partie grip. Maintenant, si on arrive sur le milieu du club, qui est donc le manche, donc le shaft, là où ça devient extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une idée reçue, une mauvaise idée reçue malheureusement, où on se dit que le shaft doit être choisi en fonction de son niveau de jeu. Et en fait, c'est très très loin de la vérité, n'est-ce pas Benoît? C'est loin de la vérité parce que tout simplement, en fait, le shaft va être déterminé en fonction de la vitesse de son swing, la vitesse que l'on peut générer. Et on a des golfeurs débutants qui ont beaucoup de vitesse et donc qui vont avoir forcément besoin d'un shaft assez rigide. Et tu peux avoir des joueurs seniors qui ont un très très bon niveau de jeu. Qui jouent au golf depuis 30 ans et qui ont des shafts relativement flexibles parce qu'ils génèrent aussi moins de vitesse qu'un
un jeune golfeur. Donc le shaft, le manche, la flexibilité du manche n'est pas du tout déterminée par rapport à votre niveau de jeu, mais par rapport à votre physiologie, enfin votre aspect physique et votre capacité à générer De la vitesse. de la vitesse. Voilà comment le shaft, le manche va être sélectionné. Et là encore, c'est très personnel. C'est-à-dire que Benoît m'a fait essayer plusieurs types de shafts. Je n'indiquerai pas les marques, mais il y a certains shafts où j'ai pris dans les mains, j'ai dit ça, j'adore. Et il y a certains shafts, j'ai dit ça, je ne peux pas du tout le jouer. Alors que c'était sur papier la même rigidité. C'est la même rigidité, des shafts qui se rapprochent en termes Voilà. de spécifications. Là, on rentre dans un univers très complexe, le shaft. On va pas rentrer dans ces détails dans cette vidéo parce que l'objectif, c'est de rester le plus simple possible. Il y a vraiment 1001 possibilités quand on commence à combiner en fait le shaft plus la tête de club. On peut aller vraiment dans… Regardez toutes les shafts, on est un peu dans la… Regardez ça, comme ça. On est un gamin à Noël, là, quand je rentre comme ça et qu'on voit toutes les différentes possibilités de club, toutes les différentes couleurs, on arrive et puis tout de suite, si vous êtes fan passionné de golf, comme je pense que vous l'êtes comme nous, bah, du coup, là, on se dit, waouh, c'est à la fois… ça fait rêver et puis en même temps on se dit qu'est-ce que je dois choisir. Et c'est là où les expertises de Benoît viennent en compte. La tête de club, on en a pas mal parlé aussi. Donc la tête de club, encore une fois, l'objectif aujourd'hui c'est de profiter de l'évolution du matériel et des expertises d'un fitter professionnel pour vous permettre de pas juste aller sur peut-être un modèle, mais finalement de dire bah tiens regarde, on peut faire ça sur ça, on peut faire ça sur ça. Et on peut vraiment choisir plusieurs styles. Là, la tête de club, par contre, elle va être plutôt sélectionnée par rapport au niveau du joueur, il me semble. Elle va être sélectionnée par rapport au centrage surtout du golfeur. Alors on peut être un golfeur débutant et plutôt avoir un centrage assez régulier. Mais effectivement, oui, en général, on a plutôt des golfeurs qui ont tendance à décentrer la balle. On va avoir plutôt une semelle qui va être assez large, une stabilité importante à l'intérieur de la tête de club. Et plus on va réussir à centrer les impacts de balle et plus on va avoir quelque chose de forgé avec des semelles relativement fines pour vraiment essayer d'accentuer cette précision. Mais un seul et même golfeur, on peut avoir ces problématiques-là aussi avec un seul et même golfeur. C'est-à-dire qu'on peut très bien centrer facilement ses balles sur les petits fers et avoir un peu plus de difficulté à les centrer plus on avance vers les longs fers. Donc ce qui était mon cas. Ce qui était plutôt bien sûr, c'est pour ça qu'on est parti sur une triple combo. C'est plus j'allais vers le fer 6 et fer 5. Et évidemment, moi je centrais la balle parce que le club il est un peu plus long, le swing est un peu plus long, plus d'amplitude, plus de vitesse. Et bien forcément, du coup, on a la recherche de plus de tolérance. Et c'est là où la triple combo, le double combo peut être vachement intéressant. Le mot, c'est vraiment tolérance, n'est-ce pas, qu'on aille sur les longs fers. Tolérance si on a besoin et surtout s'adapter aux difficultés que rencontre un golfeur dans son sac de golf. Vraiment, le but du fitting spécialiste, c'est de faire un focus sur les éléments qui fonctionnent un peu moins bien dans le sac et les améliorer. Ce qui fonctionne, on peut rester, le set de wedge par exemple que l'on a ici, on est resté sur les mêmes lofts parce que tu es habitué à ça et parce que ça fonctionne. En revanche, peut-être que sur des longs fers où on a besoin d'un peu plus de talent, c'est là où on est venu ajuster sur les clubs intermédiaires ou sur les longs fers, le triple combo. Super. Donc Benoît, pour résumer sur un club qu'on a devant soi, la tête de club est déterminée par votre capacité à centrer la balle. Le manche va être votre capacité à générer de la vitesse que vous allez avoir finalement et votre physique. Et le grip va être par rapport à la taille de vos mains et vos sensations que vous allez avoir sur le club. Exactement. Pour résumer, en fait, quand on prend un club vous avez 3 catégories. Quand vous allez voir une personne comme Benoît, vous allez travailler sur ces 3 compartiments, personnaliser le plus possible par rapport à vos besoins, par rapport à ce qui vous manque aussi dans votre sac et ce qui vous empêche aujourd'hui peut-être d'aller chercher cette étape supérieure pour vous amener à la régularité que vous désirez. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires juste en dessous. Vous savez que voilà, ces vidéos matérielles, on va en faire une petite série comme ça dans l'année. Je trouve ça hyper intéressant parce que moi, à chaque fois, j'en apprends aussi parce que ce n'est pas ma spécialité. Benoît, un grand merci à toi. On va aller sur une prochaine vidéo maintenant. On va parler du driver. Je vous conseille de la regarder. Je mettrai une vignette juste ici. Vous cliquez dessus et puis alors on va s'intéresser maintenant à la puissance. C'est ça.